Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire L'heure néo Webikeo qui traite aujourd'hui de l'analyse de risque et de la recherche de résilience. Je suis Sébastien Mobier, responsable des opérations chez L'heure néo, et je suis accompagné d'Orlane Simon, consultante formatrice spécialisée dans la cybersécurité, qui va nous faire voyager un peu dans les sujets de l'analyse de risque IT, qui est un préalable très raisonnable, vous en conviendrez, à tout plan de résilience. Avant de passer la parole à Orlane, je vous invite à poser vos questions dans le chat au fil du déroulement de la présentation et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Orlane, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire sur l'analyse de risque et la résilience. Donc, le programme de ces 30 minutes passées ensemble. Donc, on va commencer par une partie pour rappeler un petit peu tous les enjeux liés à la cybersécurité et avoir un panorama de ce qui se passe actuellement au niveau de la cybersécurité. On va voir les nouvelles tendances, les nouveaux vecteurs d'attaque et on terminera avec une introduction à l'analyse de risque, donc pour savoir concrètement comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir prévoir ces risques et surtout savoir quelle résilience on va pouvoir mettre en place. Donc on est parti. Donc la première chose, c'est pourquoi est-ce que la cybersécurité est un enjeu majeur aujourd'hui? C'est vrai qu'on entend énormément parler de cybersécurité depuis déjà pas mal d'années et encore plus aujourd'hui. Donc ici, on a une petite citation j'ai récupéré du rapport Global Cybersecurity Outlook 2025. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le World Economic Forum. Donc on nous dit: «Dans un cyberespace complexe caractérisé par des incertitudes géopolitiques», alors on est en plein dedans en ce moment. Juste pour rappel, le cyberespace, c'est vraiment l'espace numérique, l'environnement numérique dans lequel on va avoir les différentes communications. Une cyberinégalité croissante. Donc la cyberinégalité, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement de dire qu'entre différentes entreprises, on n'est pas tous égaux sur notre démarche cybersécurité. On n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc une cyberinégalité croissante et des cybermenaces sophistiquées. Les dirigeants doivent adopter un état d'esprit axé sur la sécurité. Et donc là, on a un petit sondage, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez répondre et on regardera les réponses un petit peu après ensemble. Je pense qu'on n'a pas le bon sondage. Ah non, pardon, excusez-moi. Alors, donc on a parlé d'un environnement de plus en plus complexe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous avez certainement déjà entendu le terme ces derniers temps, ces dernières années, donc la transformation digitale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi est-ce qu'on dit que nos environnements sont de plus en plus complexes? En fait, c'est dû à pas mal de choses, de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, donc avec notamment la dématérialisation. Ça veut dire, traditionnellement, on avait des environnements sur site, physiques. Aujourd'hui et depuis quelque temps, on a de plus en plus des environnements avec un peu d'architecture sur site, un peu d'architecture sur le cloud. Derrière, on a du cloud privé, du cloud public et souvent, on a des environnements qui mixent un petit peu tout ça. Donc forcément, on va être sur des choses un peu plus complexes et donc un peu plus compliquées parfois à analyser et pour pouvoir repérer les différentes attaques, ce genre de choses. Alors on a plein d'autres choses, on a l'IoT évidemment, on en reparlera un petit peu après. L'intelligence artificielle, pareil, on y reviendra. La big data, donc les données, ça va être quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est ce que recherchent généralement les attaquants. Donc les données, c'est vraiment la valeur, c'est un petit peu l'or noir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va vraiment chercher à protéger. Et la big data, donc ça veut dire forcément on va accumuler énormément de données, des gros volumes de données qu'on va venir analyser derrière. On a donc quelques chiffres qui viennent illustrer un petit peu l'ampleur, j'allais dire l'ampleur des dégâts, c'est un petit peu ça, l'ampleur des cyberattaques. Donc ça provient donc du César. Donc rapidement, le César, c'est
un club qui rassemble tout un tas d'experts de la cybersécurité. Et tous les ans, ils sortent un rapport, donc ils appellent le baromètre, avec un état des lieux de tout ce qui s'est passé sur l'année précédente. Donc là, c'est les chiffres de 2024. C'est juste histoire d'illustrer un petit peu, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir directement sur leur site. Vous avez le rapport complet, c'est assez intéressant. Donc là, l'idée, c'est de dire on a 47% des entreprises qui ont constaté au moins une cyberattaque pendant l'année, tout type d'entreprise confondu. Et ce sont évidemment ceux qui l'ont remarqué. On sait qu'on a aussi plein d'entreprises qui se font attaquer, qui ne le remarquent pas forcément. Si on n'a pas d'équipe dédiée, qu'on ne regarde pas spécifiquement ce qui se passe, on peut passer à côté. Au niveau des types d'attaques, on reste globalement en top type d'attaque, donc du phishing et toutes les variantes. Et sur le petit graphique de gauche, vous voyez les conséquences. Donc les conséquences, ça va être en majorité du vol de données, et ça on a augmenté sur 2024 par rapport à 2023, du déni de service, de l'usurpation d'identité, etc. Du coup, donc les enjeux de la cybersécurité, finalement, c'est quoi? Eh bien, on a une première chose, et c'est souvent les choses auxquelles on pense assez naturellement, ça va être les enjeux économiques. Forcément, quand vous subissez une cyberattaque, vous allez vous dire: «OK, ça va avoir un coût financier, ça va avoir, des conséquences par rapport à la conformité». Donc vous pouvez avoir des sanctions de non-conformité. Je pense notamment au RGPD. RGPD, vous pouvez être, sanctionné en cas de fuite de données, et de non-respect, de la norme RGPD. Donc voilà, coût financier, conformité, c'est des choses qu'on voit très rapidement tout de suite. Et il y a des choses un petit peu plus «pernicieuses» entre guillemets. Vous avez tout ce qui est donc confiance des consommateurs, vous pouvez perdre de la crédibilité, propriété intellectuelle, tout ce qui est vol de brevets, espionnage industriel, c'est des choses qu'on va pas forcément voir tout de suite ou auxquelles on ne pense pas forcément directement. Au-delà des enjeux économiques, on a les enjeux sociétaux. Donc là, c'est bien plus large. Ça va vraiment toucher, toute la société, donc tout ce qui touche à la protection de la vie privée avec les fuites de données, le fait d'exposer des informations sensibles, tout ce qui est manipulation de l'information, et ça, on le voit de plus en plus. On le voit beaucoup si, vous avez suivi, par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques années pendant les élections américaines, et pas que, c'est un exemple, mais où on a beaucoup de désinformation, de fake news, des cyberattaques contre des médias, et tout ça, ça va venir influencer et manipuler, l'information. Et évidemment, donc la sécurité des infrastructures critiques, où on a vu de plus en plus ces dernières années des attaques contre des hôpitaux, par exemple, contre des réseaux électriques. Vous avez sûrement entendu parler hier de la panne, électrique qui a eu lieu en Espagne, au Portugal. Alors on ne sait pas, si c'est une cyberattaque encore, mais ça a été évoqué, et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser, qu'il faut garder en tête, des choses qui peuvent arriver, même si parfois ça paraît un petit peu parano, mais c'est des choses qui peuvent arriver et il faut y penser, savoir ce qu'on va faire dans le cas où ça arrive. Dernier type d'enjeu, donc les enjeux géopolitiques. Donc là, c'est tout ce qui est par rapport aux cyberattaques militaires. On va avoir donc en plus des guerres traditionnelles, des guerres, numériques, ça on l'a beaucoup vu donc entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, et dans les 2 sens. On a tout ce qui est dépendance technologique. Là, je pense notamment au cloud. Donc on utilise énormément aujourd'hui les 2 plus grosses solutions cloud, c'est, AWS et Azure, donc des technologies américaines. En cas de tension avec, les États-Unis, on n'est pas à l'abri qu'ils puissent, nous couper, l'accès à ces solutions, ou même au-delà de ça, on sait qu'ils peuvent accéder, aux données, heu même si elles sont hébergées en France ou en Europe. D'ailleurs, on n'a pas toujours la certitude d'où, sont hébergées ces données. On a l'espionnage numérique et tout ce qui est politique de protection de données, donc justement qui vont être là pour nous aider à protéger nos données. Quand on pense, aux menaces, il faut bien avoir en tête, les différentes motivations. C'est vrai que très souvent, on reste un petit peu, dans un cadre assez fermé où on se dit: «Bah, je vais me faire attaquer parce que, l'attaquant cherche à, gagner de l'argent». Alors ça peut être le cas.
ça se fait toujours, mais il faut voir un petit peu plus large que ça. Donc il y a différentes motivations, ça peut être, de l'avantage concurrentiel, donc avec l'espionnage économique, ça peut être dans le cas de conflits géopolitiques, c'est la motivation, ça peut être la domination ou la déstabilisation d'un État. On a aussi les menaces internes qu'on oublie, très souvent, mais qui peuvent être liées alors soit à de la malveillance, soit tout simplement à une négligence. Vous avez une personne en interne, un salarié qui utilise pas correctement un outil, une solution et qui, malgré lui, va causer, une fuite de données, par exemple. Donc ça, c'est plutôt lié à la mauvaise manipulation. Mais tout ça, en tout cas, c'est des choses qu'il faut garder en tête pour pouvoir se protéger correctement. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour sur ce panorama de la cybersécurité, on va s'intéresser à, concrètement, aujourd'hui, quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux vecteurs d'attaque, à quoi il faut être vigilant. Donc on est, dans un paysage qui évolue constamment. On a des nouvelles méthodes d'attaque, l'industrialisation des attaques, on va en parler aussi, de nouvelles technologies comme l'IA. Et donc tout l'intérêt ici, ça va être de comprendre, ces tendances pour pouvoir anticiper les risques, de demain. Et d'ailleurs, donc vous avez un nouveau, petit sondage qui va être disponible. Ça va me permettre de regarder peut-être les résultats, du premier. Tac. Où est-ce que je vois les résultats du premier sondage? Alors, il faut développer à côté de la petite corbeille. Ok, donc c'était celui-ci. Alors, donc si je regarde les résultats pour le premier sondage, dans votre structure, qui est responsable de la cybersécurité? On est à une grosse majorité, une équipe dédiée, RSSI ou équivalent. Ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est un bon signe, parce qu'effectivement, et c'est pas le cas dans toutes les structures, hein. On le voit de plus en plus, mais c'est important d'avoir vraiment une équipe dédiée ou une personne dédiée, hein, selon la taille de l'environnement, évidemment. Voilà. On a aussi pas mal de IT généralistes. C'est un bon début, mais c'est vrai que souvent avec l'IT généraliste, eh ben, ils sont beaucoup occupés par toutes les tâches quotidiennes. Donc c'est pas mal, mais c'est bien d'avoir une équipe quand même ou une personne dédiée à ça. Enfin, ok. Donc on continue. Donc on était sur les nouvelles tendances. Donc on va pas faire une liste exhaustive, hein, mais c'est histoire de se donner un petit peu une idée. Donc il y a des choses qui vont venir faciliter les cyberattaques. Et donc notamment quelque chose qu'on appelle la cybercriminalité as a service. Vous reconnaîtrez peut-être le as a service qu'on utilise dans différentes solutions cloud, le IaaS, le PaaS, le SaaS, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une industrialisation des cyberattaques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des personnes, des hackers, hein, concrètement, qui vont développer des outils, des services pour mener des cyberattaques et qui vont les revendre. Ça se fait beaucoup sur le dark web, voilà. Donc la conséquence de ça, ça veut dire que concrètement, n'importe qui n'aurait pas de compétences techniques spécifiques est aujourd'hui capable de lancer une cyberattaque, moyennant finance évidemment. Mais donc ça vient vraiment, ça implique une explosion en fait des cyberattaques. On vient vraiment faciliter le fait de lancer des attaques. Au niveau de l'efficacité aussi, avec les vulnérabilités zero day, eh ben, on a des cyberattaques qui vont être beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Parce que les vulnérabilités zero day, ce sont des vulnérabilités qui sont encore inconnues des éditeurs. Elles n'ont pas été encore répertoriées, donc ça veut dire qu'on n'a pas de signature, elles ne sont pas encore repérées par les outils de cybersécurité. Et c'est quelque chose qui est très difficile à trouver et qui rapporte aussi pas mal d'argent. On vous a mis un petit exemple, donc jusqu'à 2,5 millions d'euros pour une faille Android. Et vous avez peut-être entendu parler aussi donc, des attaques sur la supply chain. Donc là, ça implique des attaques qui sont beaucoup plus furtives, où l'attaquant ne cible pas directement la victime, mais il va fournir un fournisseur de confiance. Donc le fournisseur auquel vous faites confiance peut être une porte d'entrée de l'attaquant vers votre environnement.
On a pas mal d'exemples là-dessus, des choses assez connues, donc comme l'attaque SolarWinds donc, en 2020 ou 3CX en 2023. Donc dans ces deux cas-là, ce sont des attaques massives qui ont été, dans lesquelles l'attaquant a utilisé un fournisseur comme vecteur d'attaque. L'intelligence artificielle, forcément, on ne peut pas parler cybersécurité aujourd'hui sans évoquer l'intelligence artificielle. Donc c'est une révolution, oui, mais dans quel sens? Alors là, je vais pouvoir regarder, du coup, pareil, ce que vous avez répondu dans le sondage. Tac. Donc l'IA représente-t-elle à vos yeux une menace ou une opportunité en cybersécurité? OK, et donc on a une très grande majorité d'entre vous qui ont répondu, les 2 et vous avez raison. Donc effectivement, on va voir que l'IA, c'est une opportunité pour nous en tant que défenseurs, parce qu'on va avoir des outils, justement, qui vont utiliser l'IA pour repérer plus facilement, des attaques, notamment, des vulnérabilités zero day, mais aussi donc par les attaquants, puisque l'IA vient vient améliorer en fait certains types d'attaques. Un petit exemple avec le phishing. On connaît le phishing, on a l'habitude, on a eu tous plus ou moins de sensibilisation là-dessus. Donc globalement, les gens savent plus ou moins repérer des mails de phishing. On va regarder les fautes d'orthographe, est-ce que c'est bien rédigé, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on va avoir des campagnes de phishing beaucoup plus réalistes et très personnalisées. Parce que l'IA va être capable d'analyser la manière dont quelqu'un écrit pour lui ressembler le plus possible, va analyser les échanges passés de la personne et donc le but, ça va être de lancer une attaque de phishing en se faisant passer, pour une personne, donc quelque chose de très ciblé, sans faute, avec un style adapté et ça peut aller beaucoup plus loin que ça d'ailleurs, hein. On a aussi tout ce qui est lié au deepfake, donc des attaques, par phishing en utilisant peut-être, la voix de la personne, en utilisant de la vidéo. Tout ça, c'est des choses qu'on voit, de plus en plus et ce qui rend le phishing de plus en plus compliqué à détecter. On a aussi des équipements, j'ai mis l'invasion silencieuse, hein, parce que ce sont des équipements qu'on retrouve un petit peu partout et de plus en plus, qui sont donc l'IoT. L'IoT, ce sont tous les petits objets connectés que vous pouvez avoir, des caméras, des thermostats, des sondes et cetera. Ça peut représenter aussi un risque parce que souvent, ce sont des produits qui sont assez peu sécurisés, avec peu ou pas de mise à jour au niveau des firmware et généralement, ce sont des équipements qui sont intégrés directement au réseau IT. IT ou OT, hein, pour l'industriel. Mais du coup, vu que ce sont des choses qui sont très peu sécurisées et souvent connectées directement à votre réseau, ça fait une parfaite porte d'entrée, hein, pour les attaquants. On avait eu un petit exemple comme ça, c'était dans un casino en Autriche, où ils avaient mis un thermomètre donc dans un aquarium et en fait, ce thermomètre était connecté directement au réseau IT et a permis à un attaquant d'accéder aux données, de provoquer une fuite de données de tous les clients VIP, du casino. OK, donc maintenant qu'on a vu, qu'on a balayé un petit peu tous ces risques-là, l'idée, ça va être de se dire, comment est-ce que nous, on fait concrètement, pour nous protéger face à ces risques et surtout, hein, pour, minimiser les impacts et mettre de la résilience. Hem, donc là, vous avez pareil, donc un petit, sondage. Je vous laisse le temps, d'y répondre. Tac. Donc l'analyse de risque, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est, vraiment la base d'une bonne démarche de sécurité, d'une démarche de sécurité qui soit efficace et ça va permettre d'allouer les moyens là où on a de vrais enjeux, mais pas que. Donc concrètement, à quoi est-ce que va servir l'analyse de risque? Par rapport à la gouvernance, déjà, donc ça va vous permettre d'assurer la conformité et la gestion des risques. Vous avez des normes aujourd'hui qui peuvent vous imposer de faire une analyse de risque et de la faire vivre dans le temps, hein. C'est quelque chose qu'on va refaire régulièrement en général. Au niveau de la communication, pareil, ça va être important parce que très souvent, vous avez donc une équipe technique et vous avez les décideurs.
Souvent, la sécurité, c'est vu plutôt comme un coût par les décideurs et ça peut être utile d'avoir une sorte de langage commun, qui sera donc l'analyse de risque, pour que l'équipe technique puisse montrer aux décideurs, voilà, quels sont, les risques les plus critiques et ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on doit mettre en place pour les minimiser. Évidemment, on veut réduire les impacts, donc minimiser les conséquences négatives et au cœur de notre analyse de risque, on retrouve donc la résilience. Donc on cherche à minimiser les impacts, mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc là, le but, c'est pas de dire: «Vous allez être 100 protégé et vous êtes tranquille», ça n'existe pas malheureusement, mais surtout de savoir si, je me fais attaquer, si ce risque, si ce scénario arrive, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on met en place en amont pour, pouvoir, continuer notre activité, et mettre en place un PCA en fait, hein, tout simplement. Donc l'analyse de risque concrètement, en quoi ça consiste? Alors vous avez plusieurs choses. Vous avez, des méthodes qui sont, fondées donc sur des normes, donc EBIOS-RM, MEARI, vous avez ISO 27005 aussi. Donc ça, ce sont des méthodes qui, sont structurées et qui vont vous permettre, d'éviter, certains biais d'analyse, qui vont permettre vraiment d'avoir quelque chose de structuré. Vous pouvez aussi utiliser, des méthodes d'analyse de risque simplifiées, alors qui découlent, hein, très souvent de EBIOS ou de MEARI ou d'ISO 27005, mais qui vont être un petit peu plus, simplifiées. Dans tous les cas, à partir du moment où vous suivez une méthode sérieuse, vous aurez ce type d'étapes. Donc où vous commencez avec un cadrage, vous définissez le périmètre que vous voulez analyser. Est-ce que c'est tout mon environnement ou est-ce que c'est une petite partie de l'environnement? Et le but final, ça va être de classer, des risques par niveau de criticité et de sélectionner surtout ceux qui sont à traiter immédiatement. Parce que des risques, vous pouvez en avoir plein, mais va falloir faire un choix, parce que c'est très compliqué de tout, suivre en même temps, donc on va choisir les risques les plus, critiques. Pour faire ça, dans une analyse de risque, généralement, on va identifier nos actifs, identifier des menaces, hem, évaluer nos failles, que ça soit techniques ou organisationnelles et grâce à ces 3 informations-là, on crée des scénarios de risque, puis on les priorise. Donc ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Donc, qu'est-ce que va permettre l'analyse de risque? Si vous avez une analyse de risque qui est bien menée, ça vous permet de décider en connaissance de cause, donc vous êtes plus à l'aveugle, vous pouvez décider ce qui peut être laissé comme risque résiduel, ce qui doit être traité rapidement, ce qui est urgent ou ce qui peut être traité plus tard. Ça va vous permettre de construire un plan de sécurité qui soit efficace et ça va vous préparer aux incidents. Donc pouvoir anticiper, hein, les plans de continuité, les gestions de crise, les plans de réponse aux incidents et cetera. Et donc pour terminer, je vais vous partager donc un petit cas d'usage donc pour illustrer l'intérêt, d'une analyse de risque, même dans une structure de petite taille. Là, on est sur une TPE, dans le secteur médical, donc on peut imaginer, un cabinet de radiologie, par exemple et ce cabinet, il utilise une solution connectée pour le stockage et pour l'échange des images médicales, qui sont accessibles à distance, par les médecins, par, les patients, par des partenaires dans les hôpitaux et cetera. Donc pendant son analyse de risque, l'entreprise va d'abord identifier ses actifs, donc les actifs critiques, ça va être évidemment les données de santé des patients, ça peut être les équipements d'imagerie, l'identifiant de connexion et cetera. Ensuite, elle va évaluer les menaces potentielles, donc par exemple un ransomware qui chiffrerait, les dossiers patients. Les vulnérabilités, donc on va identifier quelles sont nos vulnérabilités. Ça peut être le fait qu'on n'ait pas de sauvegarde hors ligne, qu'on n'ait pas de MFA, donc l'authentification multifacteur, qu'on a peu de sensibilisation au niveau des utilisateurs et grâce à ces 3 informations-là, on va créer un scénario prioritaire ou plusieurs scénarios prioritaires. Donc là, une attaque par ransomware qui, causerait une perte de données médicales, impossibilité de soins,
et forcément derrière un impact légal majeur parce que dans les données de santé, on a une réglementation, hein, pour la protection des données de santé spécifiques, et donc ça aura un impact légal à ce niveau-là. La finalité de notre analyse de risque, ça va être les mesures, donc quelles mesures on va mettre en place, une sauvegarde hors ligne hebdomadaire, la campagne de sensibilisation, activation du MFA, ce genre de choses. Donc là, évidemment, c'est simplifié, mais ça vous donne une bonne idée des différentes étapes et de à quoi ça nous mène finalement. Et donc, si vous voulez aller plus loin sur l'analyse de risque, au-delà de cette petite introduction, il y a différentes formations, hein, donc, qui existent et qu'on donne chez Learneo. Donc vous avez ISO 27005 et BioCRM, donc, les deux qu'on a mentionnés, hein, juste avant, donc qui sont certifiantes, qui sont donc des normes certifiantes. Et vous avez risque et résilience, qui est donc une petite formation théorique et pratique de 2 jours, qui permet donc de pouvoir avoir des exercices pratiques et de mettre ça en place plus concrètement et plus rapidement qu'en suivant une norme EBIOS ou ISO par exemple. Eh bien, parfait. Merci Orlan pour ce tour d'horizon de tout ce qui pourrait nous arriver de fâcheux, souvent à notre insu. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout retenu, le monde est dangereux, j'ai l'impression, de plus en plus, avec des menaces de plus en plus diversifiées en nature et en périmètre, et pourtant, il va falloir essayer de les anticiper. C'est pas toujours facile d'anticiper. J'ai noté, moi, des risques en fait, qui font peut-être plus peur encore que tous les autres. C'est les changements systémiques, c'est-à-dire, à un moment, tout s'arrête, on avait confiance dans quelque chose et on n'a plus confiance. Et donc ça, c'est sûrement les changements les plus difficiles à anticiper et les plus lourds de conséquences parce que toutes nos règles historiques cessent de s'appliquer. En même temps, c'est, on l'espère, les moins probables. Donc tout ça, c'est pas facile. Et la conclusion que j'en retiens, c'est que pour être prêt à tout, ben, il faut appliquer l'analyse de risque avec méthode, de la méthode pour faire ça avec application, forcément, et surtout une méthode qui nous permettra de structurer notre démarche et de ne rien oublier. Et puis tu en as parlé, hein, de limiter les biais d'analyse qui sont presque inévitables, à mon sens, quand on fait ce genre d'exercice tout seul. Alors, juste avant de passer à vos questions, bah, moi, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au mois de juin pour notre prochain webinaire qui prolongera un peu la réflexion d'aujourd'hui, puisqu'on se demandera quelle place peut avoir l'open source dans la réponse ou dans l'anticipation à un changement paradigmatique, hein, c'est-à-dire ce que j'évoquais, hein, plus rien qui marche comme avant. On verra que, comme bien souvent, c'est pas le tout d'avoir une solution. Il faut aussi se poser les bonnes questions quant à sa pertinence et sa mise en œuvre. Mais en ces heures incertaines, c'est vraiment une approche à ne pas négliger. Je vous donne rendez-vous pour un webinaire qui sera passionnant. Eh bien, on arrive à la fin et c'est maintenant le moment de passer à vos questions. Alors, je me tourne vers la régie pour voir si nous avons des questions en ligne dans le chat. Alors, c'est en train de se taper, n'hésitez pas, hein, allez-y. En attendant, pour décoincer les plus timides, on a préparé quelques questions qui sont représentatives de celles qu'Orlan va avoir quand elle traite de ces sujets-là dans ses formations. Alors, une question intéressante, est-ce que on peut vraiment se protéger contre les attaques de type zero day, Orlan? Alors, c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on nous la pose assez régulièrement en formation parce que par définition, bah, on l'a vu, hein, les attaques de type zero day, elles reposent sur des failles qu'on ne connaît pas encore. Donc non, on ne peut pas bloquer de manière directe ce type d'attaque-là, mais par contre, on peut se préparer. Donc par exemple, en cloisonnant bien nos systèmes, en surveillant les comportements anormaux sur le réseau et évidemment en réagissant vite en cas d'incident. En fait, le but ici, ça va être plutôt de limiter l'impact et de réagir très, très rapidement plutôt que de viser le risque zéro, comme on disait tout à l'heure. Donc vraiment, repérer les attaques de type zero day, ça va reposer vraiment sur surveiller les comportements anormaux, les anomalies sur votre environnement. Ça va être le plus important. Alors, nous avons une question qui vient d'arriver de Nicolas. Quelle méthode simplifiée recommanderiez-vous basée sur IBIOS RM?
Moi, j'ai l'impression qu'on est sur EBIOS ou on est sur quelque chose de différent, mais alors là, tu vas nous répondre, mais en général, on est sur du bon sens. Si on a un besoin de respectabilité ou de normalisation, en général, il vaut mieux toujours aller à l'original qu'à la copie, hein. La copie, c'est toujours un élément de simplification. C'est Orlan, ça, quelque c'est chose à plus si ajouter? en fait, quand je parlais de méthode simplifiée, c'est plus dans le sens où si vous n'avez pas, déjà, si vous n'avez pas l'obligation, parce qu'on l'a dit, hein, mais parfois il y a certaines normes qui incitent, voire obligent à, être, certifié, EBIOS et à utiliser cette méthode et cetera. Si vous n'avez pas cette obligation-là et si vous n'avez pas non plus, ni, le temps, ni l'envie, enfin X ou Y raison de ne pas vous certifier, EBIOS, là, oui, il y a toujours la solution de se tourner vers une méthode simplifiée. Alors, simplifiée qui va être forcément, hein, ça va, quand je dis ça va découler un petit peu de méthodes normées parce qu'on ne réinvente pas complètement la roue non plus. Heu, mais voilà, en tout cas, nous, on a, une formation donc de 2 jours, risque et résilience, qui présente justement une méthode simplifiée sans, enfin vraiment pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas pour X ou Y raison se certifier EBIOS ou Et surtout avec une approche pratique, en ouais, fait, c'est quand on n'a pas le temps. c'est ça. On a vu la taille des équipes qui sont, bah, pour les plus chanceux d'entre vous, des équipes dédiées où là, effectivement, on a tout intérêt à normaliser et à suivre des vraies formations ou des vraies méthodes officielles. Et puis, il y a des petites structures qui doivent aller à l'essentiel et donc on adresse chez Learnéo tous ces besoins. Alors, nous avons 2 questions de Christelle qui se rejoignent. Existe-t-il une formation pour apprendre à rédiger la procédure de gestion de crise? Et j'aimerais donc savoir comment rédiger une procédure dans une entreprise dans le secteur numérique. Alors, rédiger la procédure de gestion de crise. Mais c'est vrai, en plus, tu l'évoquais, Orlan, au départ, euh, il va y avoir cette notion de rédaction de procédure, et puis une fois qu'on y est, moi j'ai l'impression que c'est là que le travail commence. C'est un travail sans cesse renouvelé. Donc, est-ce qu'il y a une formation qui cadre bien justement pour apprendre à rédiger une procédure de gestion de crise? Ça va être des formations, bah, plutôt orientées, gouvernance, parce qu'on a une formation, uniquement là-dessus. Alors, Orlan est en train de chercher si on a quelque chose de spécifique au catalogue, mais j'ai l'impression que de toute façon, on est forcément sur une approche globale et la rédaction de la procédure ne pourra se faire que quand on aura fait complètement l'analyse. Et très souvent, dans ces domaines-là, on est sur des histoires de bon sens, hein. C'est-à-dire que l'approche structurée, elle consiste juste à se poser les questions qu'on ne se serait pas posées en temps normal, justement, si à un moment, on ne prend pas le temps de prendre un petit peu de hauteur. Donc, avant tout, faire une analyse de risque et puis ensuite, effectivement, on va, voir comment, survivre à tout ça et ça passe par la rédaction de la procédure. On va prendre encore une ou 2 questions puisque l'heure tourne. Heu, Orlan, quel type de dispositif, une question de Younes, mettre en place pour se prémunir contre les cyberattaques? Alors c'est très Vaste large, sujet, oui. c'est très, très large comme question. Quel type de dispositif? Bah, aujourd'hui, il y a énormément, énormément de solutions qui existent dans tous les sens et c'est vrai, enfin je comprends la question, hein, parce que ça peut être un peu compliqué, parfois de s'y retrouver. Il y a beaucoup de choses, donc vous avez alors évidemment traditionnellement, hein, ce qu'on utilisait, c'était on avait le firewall périmétrique en bordure de notre environnement, qui nous protégeait de ce qui provenait de l'extérieur vers l'intérieur, mais aujourd'hui, hein, on a beaucoup plus de choses que ça. On va avoir tout ce qui est, alors évidemment les proxys, mail, web, les IDS, IPS, alors tout ce qui est protection au niveau des postes utilisateurs, donc les antivirus un petit peu classiques. Aujourd'hui, on a des solutions beaucoup plus, il y a des, ça va me revenir, les EDR, pardon. Donc les EDR qui sont des sortes d'antivirus, mais vraiment perfectionnés, beaucoup plus modernes, qui vont généralement intégrer justement de l'IA, être capable de répondre de manière automatisée à certaines attaques, ce genre de choses. Vraiment, on pourrait en parler
très longtemps. Il y a vraiment beaucoup de choses au niveau solution, voilà, purement technique. Après, il y a aussi tout ce qui est analyse. On a les outils qui permettent de bloquer certaines attaques, mais on a aussi les outils qui permettent d'analyser, de répertorier de récupérer tous les logs, de les analyser, de les corréler entre eux, de faire des réponses un petit peu automatisées, d'aider justement les analystes en cybersécurité là-dedans. Ouais, mais c'est une vaste question, il y a pas mal de choses. C'est une excellente réponse en tout cas. En fait, la question c'est quel type de dispositif au pluriel visiblement. Eh bien, parfait. Bon, on arrive à la fin de l'horaire imparti. Moi, il me reste à vous remercier pour votre attention, à remercier Orlan pour son exposé et à vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire Learnéo sur la chaîne Webikeo. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.